Le commerce des céréales, ça a l'air simple, non? Presque un peu banal. Et pourtant, figurez-vous que cet acte tout simple, transporter des grains par bateau, est en fait l'une des forces les plus puissantes qui ait jamais façonné notre histoire. C'est le moteur invisible derrière l'ascension et la chute des empires. Les routes maritimes n'ont jamais été de simples voies pour des marchandises. Non, il faut voir ça comme des ponts. Des ponts pour la culture, la science, la religion et bien sûr le pouvoir. Elles ont connecté des peuples qui ne se seraient jamais rencontrés et ont jeté les bases de notre monde super interconnecté d'aujourd'hui. Et tout commence là, avec ces routes côtières. Il faut se les imaginer comme les artères originelles du commerce mondial. Les tout premiers réseaux qui ont permis aux civilisations de s'échanger bien plus que des sacs de grains, des idées, des technologies et finalement leur avenir. Alors voilà notre parcours pour cette analyse. On va d'abord voir comment le simple besoin de céréales a lancé la grande machine de l'histoire, ensuite comment les anciens ont créé des modèles qu'on utilise au fond encore aujourd'hui, puis comment ces modèles ont permis de bâtir des empires, et enfin on verra à quel point ce système est devenu fragile. Allez, on plonge dans cette première partie. Avant les empires, avant les grandes stratégies politiques, il y a un besoin universel, absolument non négociable, se nourrir. C'est cette quête de calories, de grains pour faire du pain, qui a été le tout premier moteur de l'histoire. C'est ça qui a poussé les premières civilisations à regarder au-delà de leurs côtes et à oser prendre la mer. Ce qui est fou quand on regarde ça, c'est l'échelle de temps. Pendant des millénaires, le commerce de céréales, c'est resté une affaire locale, presque anecdotique. Regardez au XVIIIe siècle, à peine 0,03% de la consommation. C'est rien. Et puis, soudain, à l'ère moderne, c'est l'explosion. Ce bond, mais spectaculaire, est vraiment au cœur de notre histoire. Et attention, cette histoire maritime, elle n'est pas du tout terminée, loin de là. Ce chiffre, 90%, il parle de notre monde maintenant, aujourd'hui. 9 objets sur 10, 9 tonnes de marchandises sur 10 transitent par les océans. Les routes qu'ont tracées les anciens sont devenues les autoroutes invisibles de toute notre économie. Passons maintenant au cas concret, à ces civilisations qui ont, en quelque sorte, créé les plans directeurs du commerce moderne. Comment ont-ils fait pour gérer, pour protéger et même pour utiliser comme une arme leur approvisionnement vital en céréales? Prenons Athènes. Au sommet de sa gloire, ce berceau de la démocratie et de la philosophie avait un talon d'Achille énorme, son sol. Il était beaucoup trop aride. La cité ne pouvait absolument pas se nourrir toute seule. Donc chaque grain de blé qui arrivait au port, ce n'était pas juste une marchandise, c'était une question de stabilité politique, de survie, pure et simple. Alors comment ils ont fait pour protéger cette ligne de vie? Eh bien c'est génial, ils ont inventé le tribunal de commerce. Regardez cette comparaison. D'un côté, la justice ordinaire, lente, compliquée. De l'autre, sur les quais, une juridiction spéciale pour les affaires maritimes. Les litiges devaient être réglés en un mois. Pourquoi? Pour que les navires ne restent pas bloqués au port. C'était une innovation juridique radicale, mais motivée par une nécessité économique vitale. Allez, on quitte la Méditerranée, direction les mers froides du Nord. Pour les Vikings, ces céréales, ce n'était pas juste un truc à vendre ou à acheter. C'était littéralement le carburant de leurs dracars et de leurs conquêtes. Et si l'orge était très courante, c'est surtout l'avoine qui va jouer un rôle décisif. Cette citation, elle illustre parfaitement ça. Le lien direct entre la nutrition et la puissance militaire. L'avoine qu'ils mangeaient en bouillie, c'était un plat super riche en énergie. C'était essentiel pour tenir le coup pendant leurs raids et leurs longs voyages en mer. Leur alimentation faisait partie de leur force, tout simplement. Y voilà un autre modèle, peut-être encore plus fascinant, la Ligue hanséatique. Il faut bien comprendre ce que c'était. Ce n'était pas un pays, ni un empire. C'était une alliance de villes marchandes, une sorte de cartel commercial avant l'heure, qui a dominé tout le nord de l'Europe pendant des siècles. Et leur arme secrète, c'était ça, le comptoir. Un comptoir commercial qui était en réalité une véritable ambassade économique. Le point clé, c'est que la Ligue a perfectionné l'art de la guerre économique. Leur stratégie est d'une modernité incroyable. D'abord, ils négociaient. Si ça échouait, hop, ils déplaçaient leur comptoir, ce qui étranglait économiquement la ville haute. Et si ça ne suffisait toujours pas, ils passaient au blocus, voire à la guerre. Ils ont montré que le contrôle du commerce, c'est une arme aussi puissante qu'une armée. Bon, maintenant voyons comment ces modèles, celui d'Athènes, celui de la Hanse, ont été repris, adaptés et appliqués à une échelle bien plus grande, transformant le commerce en un véritable outil pour construire des empires. Voilà la question. Comment est-on passé de réseaux régionaux, comme celui de la Hanse, à un système global, unique et intégré? La réponse, en fait, se trouve dans une convergence de plusieurs facteurs, à la fois technologiques et politiques. L'ère des grandes découvertes et du colonialisme a absolument tout changé. Les routes commerciales ne servaient plus seulement à échanger des biens, elles sont devenues des instruments de domination. L'idée était simple. Contrôler les côtes, c'était contrôler les ressources, et donc contrôler les peuples. Cette explosion mondiale n'est pas arrivée par hasard. C'est vraiment la convergence de plusieurs révolutions en même temps.
Des terres agricoles immenses sur de nouveaux continents, le train et le navire à vapeur qui d'un coup abolissent les distances, et des silos gigantesques pour gérer des flux de marchandises sans précédent. Chaque élément a amplifié les autres pour créer un système véritablement mondial. Et tout ça, ça nous amène à notre monde aujourd'hui. Ce système mondial, bâti sur des siècles d'innovation et de conquête, est devenu notre bouée de sauvetage planétaire. C'est lui qui nous nourrit, qui stabilise nos sociétés. Mais, et c'est tout le paradoxe, cette interconnexion l'a aussi rendu incroyablement fragile. L'ampleur du changement est juste vertigineuse. Pendant des siècles, le commerce international de céréales était marginal. Aujourd'hui, plus d'un dixième de tout ce que le monde consomme a traversé un océan. Cette dépendance massive est une réalité complètement nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est que ce système mondialisé repose sur des points de passage obligés, des goulots d'étranglement. Un seul événement, un conflit, un accident dans un canal stratégique, et ça peut avoir des répercussions sur toute la planète. Et les menaces sont multiples. Il y a les tensions géopolitiques qui peuvent couper l'approvisionnement du jour au lendemain. Il y a la volatilité des prix quand la spéculation ou un choc sur l'offre fait tout flamber. Et par-dessus tout ça, le changement climatique ajoute une couche d'incertitude fondamentale sur la régularité des récoltes. Et ça, c'est crucial de le comprendre. Derrière ces grands concepts économiques, les enjeux sont profondément humains. Comme le dit cette citation, pour des millions de personnes, une flambée des prix des céréales, ce n'est pas une statistique dans un journal, c'est une question de survie. On termine donc avec cette question. Ce système incroyablement complexe qu'on a hérité de millénaires de commerce et d'innovation, c'est la base de notre sécurité alimentaire. Mais sa fragilité nous oblige à réfléchir. Sommes-nous vraiment préparés aux conséquences si cette bouée de sauvetage mondiale venait à se rompre ? La réflexion reste ouverte.